Bonsoir à tous. Vous connaissiez l'hyper-président, et bien voici le quasi-candidat. La venue à Paris de Dominique Strauss-Kahn a fait la une de l'actualité pendant 48 heures. De fait, elle lance une campagne virtuelle, car ni le président Sarkozy, ni le directeur général du FMI ne sont pour l'instant candidats. Il n'empêche, ça sent déjà la poudre, et visiblement, les deux camps s'y préparent. Nous y revenons dans un instant. Sachez par ailleurs que notre second débat sera intitulé « Du poison dans vos assiettes », avec un point d'interrogation, je vous rassure, et que nous recevons le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire et José Bové. Mais tout d'abord, le duel DSK-Sarkozy. Voici nos invités. Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP et député maire de Meaux. Pierre Moscovici, député socialiste du Doubs. Vous appartenez vraiment au premier cercle du quasi-candidat Strauss-Kahn. Le politologue Roland Quérol, directeur du Centre d'études et d'analyse, fondateur de l'Institut de sondage CSA. Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde. Vous suivez tous nos leaders politiques et vous êtes fait une spécialité de dresser leur portrait dans les colonnes de votre journal. Et enfin, Guillaume Roquette, qui est directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Jean-François Copé, dans son interview aux Parisiens ce matin, DSK parle des 35 heures, des retraites, des services publics, des impôts. Est-ce que vous le trouvez coupé des préoccupations des Français? Hier, vous l'avez qualifié de hautain et de lointain. Oui, enfin, je peux pas vous dire que ce que j'ai lu dans le Parisien m'a donné envie de changer d'avis. Il en parle, il prononce les mots. Oui, ça, il dit à un moment 35 heures. Pour dire d'ailleurs que c'était inouï d'ailleurs de dire ça, que c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment réduit le temps de travail qu'on a eu de tels niveaux de chômage. C'est une histoire de fou, surtout venant de quelqu'un qui dit rigoureusement l'inverse quand il est directeur général du FMI. La vérité, c'est que il y a énormément de double langage, quoi, dans tout ça. C'est ça qui est très très frappant, c'est que le même qui en réalité vous dit depuis Paris qu'il y a une très grande misère sociale, en réalité fait exactement l'inverse depuis Washington. Vous êtes d'ores et déjà déçu du strauss-kahnisme, vous êtes enfin, un déçu, je crois qu'on va pas non plus faire un jeu de rôle, hein. On est bien sûr très conscient que on est dans une logique tout à fait différente. La seule chose que je peux vous dire, c'est que mon impression au lendemain de ce plan média absolument inouï qu'on a dû tous un peu regarder, hein, parce que c'était vendu avec depuis 2 semaines, est incroyablement creux. Voilà. Et là, pour le coup, à défaut d'être déçu du strauss-kahnisme, je suis déçu d'une chose, c'est que j'attendais, et je le dis de manière très objective, que depuis Washington, venu à Paris, il nous fasse quelques propositions. J'attendais que sur le G20, qui est son principal sujet, il nous dise quelque chose, il n'en a pas parlé, et à l'inverse, pour nous avoir dit en permanence qu'il était dans le devoir de réserve et qu'il pouvait rien dire sur la France, il a passé son temps en creux à critiquer ce qu'on faisait en France. Pierre Moscovici, faute d'être candidat, estimez-vous qu'il est prêt? Est-ce que vous voyez des ébauches de projets dans ses déclarations pendant ces 48 heures? Bon, d'abord, je dois répondre à Jean-François Copé sur le terme lointain et hautain, oui, qui n'est pas dit sur un ton qui est franchement modeste et proche. En réalité, Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle, mais en effet, il est venu à Paris comme directeur général du Fonds monétaire international participer à une réunion du G20 dans laquelle, malheureusement, les contenus ont été extrêmement creux. Je rappelle que le président du G20, c'est le président de la République. Et on a assisté à cette situation assez abracadabrantesque, où on a la Chine qui est à peu près tout bloqué, y compris la mesure des indicateurs qui permettent de rapprocher les situations, et un G20 qui, d'ores et déjà, me semble dans une situation inquiétante, puisque pratiquement inutile. Vous venez de dire Nicolas Sarkozy ne prépare pas bien son G20. La question que je vous posais, c'est... Non, mais je répondais à ça parce que c'est un peu facile d'attaquer Dominique Strauss-Kahn sur le G20, alors qu'en réalité, ça n'est pas une affaire primordiale du FMI, ou plutôt ce n'est pas le FMI qui est primordial là-dedans. Mais est-il prêt? Est-ce qu'il est prêt à la fonction présidentielle? Est-ce que vous voyez des ébauches éventuellement ou des pistes de projet dans ce qu'il a dit? Évidemment, j'ai pas vu l'émission de la même manière que Jean-François Copé. Je l'ai vu avec sympathie évidemment, mais qu'il me croit avec aussi attention, parce que j'attendais quelque chose. Je ne savais pas comment il apprend les choses. Et j'ai trouvé un homme qui, au contraire, était assez conscient des difficultés de l'Europe, menacée de déclassement justement dans ce binôme entre les États-Unis et la Chine, où nous avons du mal à peser, assez inquiet de la souffrance sociale qui marque l'Europe et la France, et ça me semble quand même un thème très important. Enfin, les inégalités telles qu'elles sont, le chômage, la difficulté de vivre, ça, je crois que c'est un thème très fort de la campagne, qui vient peut-être, en tout cas pour les socialistes, ce sera un thème extrêmement fort, et également préoccupé de recréer les conditions d'une croissance à l'échelle européenne. Oui, j'ai vu des thèmes de campagne dans tout ça possibles, et j'ai trouvé que Dominique Strauss-Kahn s'affirmait avec une certaine hauteur, sans être hautain, comme un homme d'État qui voulait répondre aux difficultés de l'Europe et de la France. À chaque fois qu'on entendait prononcer le mot Europe,
puisqu'en gros, il ne peut pas nous parler de la France. Il y avait quand même une petite, dans notre cerveau reptilien, un petit côté subliminal qui disait, mais tiens, c'est bizarre, il est en train peut-être de parler de la France, et peut-être même qu'il emploie le mot Europe pour le mot France. C'est vrai que c'était. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été ministre des Affaires européennes? Le seul point sur lequel je rejoins un peu Jean-François Copé, c'est que c'est vrai que c'est un exercice qui était assez contraint, donc ciselé. Dominique Strauss-Kahn est directeur général du Fonds monétaire international, il est à sa tâche. Je crois qu'il faut d'ailleurs le respecter dans cette tâche. C'est ce que fait le président de la République française, et il a raison. Et en même temps, il y a des interrogations qui s'adressent à lui sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle, à laquelle il n'a pas répondu non. Et ne répondant pas non, il dessine effectivement en creux le portrait robot d'un candidat qu'il pourrait être le moment venu. Mais vous savez, il ne pouvait pas faire plus, car il a un devoir de réserve, il ne devait pas faire plus, car je crois en effet qu'il n'est pas bon que la campagne présidentielle démarre maintenant. C'est dans 14 mois quand même. Les Français en ont peut-être assez de ce devoir de réserve. Si effectivement Dominique Strauss-Kahn compte se présenter à l'élection présidentielle, c'est quand même très important qu'il leur dise et en gros qu'il cesse de tourner autour du pot. Je vais faire comme Jean-François Copé encore. Je vais pas pratiquer. Nicolas Sarkozy, quand il a envie de quelque chose, il le dit. Je ne vais pas pratiquer la langue de bois. Mon sentiment, c'est que les Français ont une attente et n'en ont pas une autre. L'attente qu'ils ont, c'est de savoir si Dominique Strauss-Kahn peut être candidat à l'élection présidentielle. Ils n'attendent pas qu'il se déclare maintenant. Si vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je prends toutes les enquêtes d'opinion là-dessus qui disent est-ce que vous pensez que Dominique Strauss-Kahn peut attendre le mois de juillet? La réponse est oui, de manière très majoritaire. Parce que une campagne d'1 an et 2 mois, et Dominique Strauss-Kahn a eu raison d'insister là-dessus, c'est interminable. Et les Français attendent de l'action, ils attendent des solutions. Quand le pays est en campagne préélectorale, à ce moment-là, on se bloque. Et certains, je crois que le président de la République est déjà en campagne, font cela. Et donc, au fond, hier, ils ont eu la réponse, les Français, quand ils ont regardé Dominique Strauss-Kahn. Oui, il peut être candidat à l'élection présidentielle. À tel point que l'interprétation de tous, c'est qu'il l'était déjà. J'ai noté que François Baroin pensait cela. J'ai noté qu'Éric Besson voyait là le match entre Barça et Arsenal. Il avait l'air d'ailleurs plutôt positif dans tout ça. Et donc, au final, je crois que les Français ont eu leur réponse à la question qu'ils se posaient aujourd'hui. Roland Quérol, pour plus tard, il y en aura d'autres. Comment les Français perçoivent-ils le match annoncé? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une lassitude sur la durée de l'annonce? D'abord, clairement, ils disent, les Français, dans toutes les études qualitatives, qu'ils ont envie de ce match. Voilà, il y a très visiblement une envie majoritaire, très majoritaire en France, de voir le match Sarkozy-Strauss-Kahn. Arsenal-Barça, c'est pas mal. Ouais, et ils expliquent volontiers pourquoi. C'est-à-dire que c'est 2 poids lourds de la politique, et c'est des gens qui passent pour être des gens raisonnables, qui connaissent l'économie, qui connaissent les contraintes et de la rigueur des temps, et qui donc vont nous faire des choix, vont nous proposer des choix. Il y a une vraie attente de ce match. Cela dit, et là, pardon, je vais rejoindre Pierre Moscovici, il y aura peut-être des moments où ce ne sera pas le cas, mais là, je crois qu'en effet, les sondages montrent plutôt qu'il n'y a pas d'énervement sur la date. Dernier sondage, en effet, 53% des Français, 63% des sympathisants socialistes disent plutôt qu'il convient d'attendre l'été pour savoir s'il sera candidat. Vous savez, on a pratiquement toujours des élections présidentielles à la même date, parce que, sauf mort d'un président, et toujours, on voit que la campagne se noue vraiment, que les gens commencent à se demander vraiment pour qui ils vont voter, entrent dans une période électorale en novembre. C'est toujours comme ça. Alors avant, ça intéresse ceux qui sont très mordus de la politique, ça nous intéresse, nous, les journalistes, les politologues, les politiques. Les Français, ils regardent encore ça comme un spectacle, ils ont des souhaits sur ce qui va venir, ils sont pas encore entrés dans le jeu. Raphaël Baquet, est-ce que c'est parti? Est-ce que le match est lancé? Vous qui parlez avec les entourages, et est-ce que vous avez l'impression que ça peut durer longtemps comme ça? En tout cas, l'attente sur la déclaration ou la non-déclaration de DSK. Ce qui est intéressant dans ces périodes préélectorales, c'est qu'effectivement, elles laissent relativement à distance la plupart des électeurs, mais elles disent beaucoup de choses de la façon dont peut se passer plus tard la campagne elle-même. D'abord, on voit la violence des attaques, tout de même. On voit bien que la droite a ciblé son adversaire, en la personne de Dominique Strauss-Kahn, même s'il n'est pas encore candidat. Et on voit aussi les thèmes sur lesquels chacun veut se positionner de façon prédominante. On voit que Dominique Strauss-Kahn a tout intérêt, parce que c'est à la fois son histoire, parce que c'est là-dessus qu'il peut rassembler le plus la gauche, c'est aussi là-dessus qu'il a la compétence la plus évidente. Et c'est aussi un des sujets primordiaux pour les Français. Il veut faire une campagne sur l'économique et le social.
On voit que Nicolas Sarkozy a démarré tout de suite une campagne, la campagne sur laquelle la gauche peut être la plus mal à l'aise, qui est une campagne sur la sécurité et l'immigration, qui est une campagne compliquée d'ailleurs, parce qu'il a évidemment la concurrence du Front National. On va y revenir. Donc ces périodes-là, elles sont intéressantes pour cela. Elles donnent la tonalité qui est déjà assez violente. Moi, je suis assez surprise, enfin surprise, non, parce qu'on a vu d'autres campagnes violentes, mais on voit que cette campagne va être très dure. Elle l'est déjà, à vrai dire, à effectivement 1 an et demi de la véritable échéance, elle est déjà très violente, entre la droite et la gauche, et au sein même des camps. Alors tout le monde a compris, Guillaume Roquette, que ce week-end a été millimétré à la virgule près. L'excès de communication va-t-il finir par nuire à DSK ? Je pense pas, parce qu'il me semble que le danger, c'est que cette non-décision de sa part soit ressentie comme les Français, non pas comme une preuve de sagesse ou de réserve de bonne aloi, mais comme une forme d'indifférence. C'est-à-dire de dire, Dominique Strauss-Kahn, il n'est pas seulement loin géographiquement, il est aussi loin affectivement. D'où cette nécessité de semer comme ça des petits cailloux blancs régulièrement. Alors, ou bien c'est lui qui les sème, ou bien c'est sa femme, ou bien ce sont ses proches. Et l'exercice, moi je trouve, est assez réussi médiatiquement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de réussir à entretenir le désir. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dimanche, il n'a pas fait seulement répéter il est possible que je vienne, mais c'est encore trop tôt de le savoir. Vous savez, ça rappelle un peu le ni oui ni non qu'on avait quand on était enfant. Il me semble qu'il en a dit un peu plus sur ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que on a retrouvé un homme qui disait oui, on peut stimuler la croissance, les grands travaux c'est une bonne idée. On a une espèce de petite musique qui commence à se mettre en route et qui est nouvelle, qui est d'autant plus surprenante qu'elle vient de l'actuel patron du FMI, d'où la nécessité qu'a eu Dominique Strauss-Kahn de dire mais le FMI c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est pas du tout le gendarme qui remet dans le droit chemin les pays qui sont mal gérés, c'est une espèce de SAMU social de la mondialisation. Et d'ailleurs moi-même quand je vais dans les pays, je fais très attention que ce soit pas les plus pauvres qui souffrent le plus. Donc il me semble que on fait pas du surplace là. Dominique Strauss-Kahn, il est avancé un peu plus loin sur ce qu'il voudrait que soit sa campagne. Maintenant, est-ce qu'il réussira à cristalliser la campagne sur ce domaine social ? C'est pas complètement évident. Est-ce que Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn sont si différents que ça sur ce registre-là, un registre protecteur d'une mondialisation qu'on essaye de réguler? Ils sont l'un à côté de l'autre sur la photo du G20. Est-ce que leurs programmes sont si différents en économie? J'en sais rien. Alors, la majorité a trouvé un angle d'attaque très clair, Pierre Moscovici, entre autres. C'est celui de la gauche ultra-caviar. Votre candidat doit-il faire un effort, on va dire, de proximité, être plus proche des Français ou assumer qu'il appartient à l'élite, ce qui est la réalité, et se présenter comme tel? D'abord, ce n'est pas mon candidat parce qu'il n'est pas candidat. Je ne vais pas le répéter à chaque question. Disons, postulons qu'il peut l'être. Très bien. Après l'intérêt de cette émission est de postuler qu'il puisse l'être. Voilà. J'ai une conception, moi, de la politique qui est la suivante. Je pense qu'en politique, on est davantage ce qu'on devient que ce d'où l'on vient. Autrement dit, ce n'est pas la naissance qui fait la détermination pour toujours, c'est ce qu'on a pu faire dans sa vie. Et moi, je n'oublie pas que Dominique Strauss-Kahn a été pendant 20 ans député d'une circonscription de banlieue, maire de Sarcelles, ville qu'il avait reprise à la droite, qui est une ville extraordinairement multiculturelle, compliquée, avec des communautés de toutes sortes, et qu'il a fait beaucoup pour cette ville. Dominique Strauss-Kahn, c'est pas un expatrié qui est depuis toujours haut fonctionnaire de je ne sais quelle bureaucratie internationale. C'est un homme politique. Et je maintiens, moi, qu'il connaît bien la France, qu'il connaît bien les Français. Alors, pour répondre tout à fait clairement à votre question, s'il est candidat, il faudra effectivement qu'il fasse comme les copains. C'est-à-dire qu'il fasse une campagne de terrain, qu'il se rapproche des gens. Et je ne doute pas qu'il le sache. C'est-à-dire, il n'a pas l'intention de faire une campagne d'en haut, de sachant, de quelqu'un qui vient, qui vous dit, moi je sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, c'est un angle d'attaque. Mais c'est un bon angle d'attaque. Mais je crois qu'il faut en même temps, s'agissant de la personnalité de Dominique Strauss-Kahn, qui est une personnalité plutôt chaleureuse, qui est un homme qui sait être proche des gens, mais en même temps, c'est certain que revenant en France du FMI, de Washington, il aura beaucoup à prouver et il devra se jeter lui aussi dans cette campagne qui sera une campagne de proximité. Nul doute qu'il ne s'agira pas de faire une campagne d'élite. Je ne crois absolument pas à ça. Mais je le sais, je le connais, je crois qu'il a les capacités pour faire cela. Alors justement, Jean-François Copé, on peut peut-être prendre vos critiques à contrario. Est-ce que la comparaison entre un DSK installé dans une posture d'économiste en chef de la planète peut nuire à un Nicolas Sarkozy qui joue aujourd'hui le côté de la proximité plus populaire du président qui s'occupe de tout? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas, parce que le problème, c'est que moi, je me sens un peu en décalage avec tout ce que j'entends. Parce que je voudrais pas casser cette espèce d'atmosphère ouatée, mielleuse, heureuse. On est tout épanoui là d'avoir vécu de petits moments merveilleux où on a vu ce grand homme qu'on ne connaissait pas très bien, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Revenir en vrai, nous dire des vrais mots, après une attente insoutenable. Enfin, je suis désolé, je suis confus. Je me suis même dit... C'est bien, on vous a énervé, c'est parfait. Pas du tout. Non, mais c'est surtout que je veux pas casser... Alors c'est peut-être lui qui vous énerve. Non, mais attendez, c'est juste que je veux pas casser l'ambiance, c'est tout. Parce que franchement, moi, j'ai pas vécu ça du tout. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu gêné. C'est le moment de le dire. Parce que, franchement, quand j'ai dit lointain et hautain, d'abord, je voulais pas être désobligeant, parce que je fais très attention maintenant. Parce qu'on peut pas dire n'importe quoi à propos de Dominique Strauss-Kahn. Oh là, on va vite être traité de pétainiste. C'est devenu une grande habitude en face. Bon, donc j'y vais très gentiment. Enfin, si j'ai dit lointain et hautain, c'est parce que lointain, je suis quand même obligé de vous dire que d'entendre cet homme, par ailleurs éminemment respectable, que ce soit clair entre nous, enfin, cet homme qui vient nous expliquer en France, avec des larmes dans la voix, qu'il a lu Marianne et qu'il a donc vu avec terreur le niveau de salaire très faible de beaucoup de nos compatriotes, ce qui est évidemment l'un des combats que nous menons et pour lequel on a des pistes, sur lesquelles on travaille avec quelques vrais résultats, parce que c'est la situation de l'Europe d'aujourd'hui. Alors que le même grand homme, le même Dominique Strauss-Kahn, depuis Washington, à la tête du FMI, a quand même, avec l'Europe, décidé du plan de redressement grec par lequel le niveau des rémunérations des fonctionnaires grecs a été divisé par 2. Le même Dominique Strauss-Kahn qui a cautionné... Vous allez nous dire, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il affame les Grecs? Non mais attendez, parce que dans ce cas-là, il ne fallait pas le nommer à la tête du FMI. Non, c'est pas ça. Je veux pas... Vous non plus, je veux pas vous gâcher la soirée. Mais je veux quand même... Parlons-nous franchement. Je ne sais pas ce qu'a dit Mélenchon là-dessus. En plus, il se trouve que le hasard a fait que j'ai parlé hier soir. Donc là, j'avais vraiment écouté personne. C'est venu vraiment du cœur. C'est antérieur. Voilà. Bon, simplement, ce que je dis, c'est qu'il va pas falloir qu'il pense être totalement crédible, Monsieur Strauss-Kahn, avec un double langage matin, midi et soir. C'est-à-dire le gars qui à Paris vient nous verser des larmes de crocodile, mais qui depuis Washington préconise la rigueur à tous les étages. Bon, ça c'est ma première remarque. Parce que le double langage, très courtoisement, il risque d'en recevoir matin, midi et soir sur ce sujet. Et deuxième remarque, au moins tout aussi, à mon sens, utile que la première de notre débat. Bon. Nous avons en Dominique Strauss-Kahn quelqu'un qui, et c'est pour ça que j'ai employé le mot hautain après le mot de lointain, nous prend de très très haut pour nous dire des choses. Merci, on est au courant. Je veux dire, la leçon de morale pour nous expliquer hier soir que la crise monétaire, il s'en est occupé, il a réglé le problème. Il n'y a aucun chef d'État qui s'en soit occupé. Heureusement qu'il était là, nous dit-il. Bon, par contre, la crise sociale, ça le stresse beaucoup. On a envie de dire, mais écoute, mon gars, tu viens nous rejoindre quand tu veux. Parce que nous, on a quelques combats à mener, c'est difficile, on est sur le terrain, et quand il clôt tout ça avec des trémolos dans la voix pour dire que ce qui est vraiment l'indigne, et ça, je pense que Pierre Moscovici ne peut pas ne pas l'avoir pris aussi pour lui. Il s'indigne que des hommes politiques pensent à leur, je cite, élection, plutôt que de s'occuper des problèmes des gens. Écoutez, là, franchement, je me suis dit, heureusement qu'on a Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas comment on ferait pour améliorer la qualité du débat politique. Voilà. Donc j'ai juste dit ça. Après, maintenant, je vous rends votre débat entre vous. Tout ira très bien. Plan de com extraordinaire, talent formidable. Nous l'attendons. C'est notre candidat en face. Tout est merveilleux. Je voulais juste dire ça pour simplement rappeler quand même que dans ce domaine, on peut être quelques-uns à penser que la politique, c'est complexe, que quelqu'un qui a quitté la France pour des fonctions éminentes dont nous nous réjouissons il y a 3 ans et demi peut avoir perdu le contact et qu'il serait bon qu'il mesure que les débats que nous avançons aujourd'hui sur la laïcité et l'islam, sur la sécurité et l'immigration, sur la question des déficits publics, commandera qu'il vienne nous dire aussi ce qu'il en pense. Et les 35 heures que vous évoquiez brièvement tout à l'heure, Yves Calvi, en est un excellent exemple. Parce que les 35 heures, il va falloir qu'il vienne nous raconter, lui qui les a co-inventées, ce qu'il compterait en faire si jamais il venait nous rejoindre dans le débat public français. Pierre Moscovici, c'est finalement la question je donne des leçons à distance et je suis le roi du double langage. Je ne vais pas répondre sur la question de l'éloignement, plutôt je l'ai déjà fait. Oui. Moi, je suis tout à fait conscient que Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, est à Washington, est directeur général du FMI, et je sais que le jour où il sera candidat, s'il l'est, il faudra effectivement qu'il descende dans l'arène et qu'il se frotte à ces débats, qu'il vous réponde sur l'islam. À mon avis, débat tout à fait dangereux, voire irresponsable
irresponsable. Vous n'avez pas retenu la leçon de ce qui s'est passé l'an dernier avec l'identité nationale. Cette fois-ci, on joue un remake. Vous n'avez pas appris, pas compris que quand on fait comme ça, quand on soulève cette boîte de Pandore, c'est probablement l'autre camp qui en profite. Le Front National, c'était déjà le cas au régional. Mais point de vue, mais on en parlera. On en parlera. Oui, tout à fait. Mais on y vient gentiment. Ça peut pas concerner Strauss-Kahn, il n'en a pas parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra qu'il réponde. Il va pas être à l'abstrait, il va pas être à l'écart de la campagne. Il y aura une campagne physique, il y aura une campagne devant des Français. Et sur tous les thèmes. Moi, je serais heureux de répondre là-dessus. Sur tous les thèmes. On a un petit échange là-dessus. Mais ce sur quoi je voulais répondre, c'est sur le premier point, c'est-à-dire sur le double langage. Parce qu'enfin, je trouve cette critique dans votre bouche, Jean-François Copé, assez extraordinaire. Parce qu'en effet, c'est la critique de gauche qu'on fait à Dominique Strauss-Kahn, d'être une sorte d'affameur des peuples, du peuple grec. Moi, je ferai deux observations. La première, c'est que comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois qu'il a contribué à changer cette institution. Alors, elle n'est pas complètement changée, parce qu'il y a un board, c'est-à-dire un conseil de direction, qui regroupe plusieurs pays, mais enfin, Dominique Strauss-Kahn est un économiste, comme on dit, keynésien, c'est-à-dire favorable plutôt à l'intervention de la puissance publique, et j'ai noté que le Fonds monétaire international avait injecté des liquidités dans l'économie, qu'il avait souhaité intervenir dans l'écologie avec un fonds vert, et qu'il s'était placé plutôt du côté des pays en développement, et que donc cette souffrance sociale n'était pas indifférente au directeur général du FMI. Et ma deuxième observation, c'est que ce qui a été fait pour la Grèce, par les Européens, avec le FMI, qu'est-ce que c'est ? C'est de considérer qu'à un moment donné, il y avait un pays qui était en difficulté, qui avait des déficits extravagants, qui maquillait ses comptes, et qu'il fallait consolider le dispositif de l'euro, et que pour ça, le FMI a quand même apporté plusieurs centaines de milliards d'euros. Et ça s'est fait comment et par qui ? Ça s'est fait avec M. Sarkozy, ça s'est fait avec Mme Merkel. Donc cet argument-là, je pense que c'est un argument qui, honnêtement, est difficile à comprendre, en tout cas dans certaines bouches. Si vous pensez que le FMI a affamé la Grèce, dites-le, ce n'est pas mon sentiment. Je pense que quand un pays maquille ses comptes, quand un pays truc ses finances publiques, et il faut effectivement les rétablir, les redresser, et que pour ça, il faut injecter des liquidités dans l'économie. J'ai juste dit qu'il pratiquait le double langage. Je ne crois pas ça. Désolé, on peut pas d'un côté. Je crois qu'il y a une cohérence. Enfin, écoutez, il y a une cohérence, c'est normal que vous le disiez, mais enfin, excusez-moi, on peut pas d'un côté venir dire il y a une misère sociale terrible, et de l'autre, quand on est à Washington, avoir pris, excusez-moi de le dire, les décisions qu'il a prises pour la Grèce. Elles n'ont pas été prises à Washington. Comment ? Elles n'ont pas été prises à Washington. Elles ont été prises à Bruxelles avec les Européens. Du point de vue du FMI, elles ont été prises à Washington. Mais simplement, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a un moment où, quand on est pris dans ces contradictions, il faut les assumer. Car le grand problème de Dominique Strauss-Kahn, au-delà de ce qu'on peut dire sur la forme, c'est qu'il a un rendez-vous de sincérité. Comment un homme qui peut avoir des idées aussi libérales du point de vue de l'économie mondiale, malgré l'effort sur le fond vert, excusez-moi, on a tous, et c'est normal, une conviction écologique. Vous avez vu ce que nous avons fait sur le Grenelle. Comment est-ce que cet homme-là pourra s'accorder avec un Benoît Hamon, dont on sait qu'il est le défenseur d'un projet ultra à gauche, qui est ridicule d'ailleurs parce qu'il est totalement irréalisable? Comment ces deux hommes-là vont se retrouver ensemble? Qui va céder à l'autre? Même remarque pour Martine Aubry. Et pardon, Pierre Moscovici, vous, j'ai pas de doute, parce que je vous connais et je vois bien quel est le camp que vous avez choisi. Et je sais pas ce que donnera la cohabitation entre tout ce petit monde. Pendant qu'on est dans le double langage, justement, est-ce que ça n'est pas être particulièrement dans le double langage que de passer son temps à soutenir Dominique Strauss-Kahn à Washington et d'avoir contribué, puisque c'était le souhait du président de la République, à le faire nommer à Washington, pour le critiquer dès qu'il revient en France? Enfin, d'abord, lui, le président, je l'ai pas entendu le critiquer. Mais enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas nommé. J'ai pas contribué à le nommer. J'ai pensé que c'était une très bonne chose. Je vous le dis très simplement, parce que je déteste le sectarisme, qu'une personnalité de l'envergure de Dominique Strauss-Kahn. Il est un bon président du FMI? Était un très bon directeur général du FMI, bien sûr, et qu'il a de ce point de vue une vision keynésienne, c'est-à-dire effectivement favorable à certaines interventions publiques qui me paraissent avoir du sens pour le FMI. Je dis simplement que ce qu'il fait au FMI est en décalage total avec ce que peuvent préconiser un certain nombre de responsables du PS, et que je me demande comment il surmontrera. Guillaume Roquette, pardonnez-moi, Guillaume Roquette, et après on parle un peu sondage. Oui, on peut répondre sur Benoît Hamon. L'autre décalage, il est entre Jean-François Copé, et de façon dont vous parlez ce soir, et la façon dont Dominique Strauss-Kahn parlait hier. Parce que de toute évidence, vous êtes en campagne pour 2012, enfin pour Nicolas Sarkozy, j'entends, alors que Dominique Strauss-Kahn, lui, n'est pas en campagne. Et c'est sa force, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas comme ça qu'il est vu.
par les Français. Et il est dans le rôle finalement assez classique dans la vie politique française du troisième homme, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas encore engagé dans la bagarre et qui a une espèce d'image de compétence, comme ça, c'est un modéré, un homme de bonne volonté. On avait vu ça avec Delors, on avait vu ça avec Barre en leur temps, et on s'aperçoit qu'une fois qu'ils descendent de l'Olympe, une fois qu'ils rentrent dans la bagarre, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile. Et d'un côté, il y a Jean-François Copé qui dit mais faut rentrer dans la bagarre, et l'autre de l'autre côté qui dit mais non, moi j'ai aucune envie d'y rentrer parce qu'il sait très bien qu'à la seconde même où il sera face à face dans un choc frontal, ce sera beaucoup moins facile pour lui. De fait, il y est rentré. Hier soir, vous avez quelqu'un qui, en étant non candidat, est devenu candidat. Ah oui, c'est ça, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça qu'on Pour ça que nous y consacrons un numéro de mots croisés. Alors, évidemment, je vous laisse rapidement, s'il vous plaît, réagir. En gros, ce qu'il vient de vous dire, c'est en tout cas, Benoît Hamon ne pourra pas rentrer dans une quelconque formation gouvernementale qui serait dirigée par Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, ce sont les contradictions propres au Parti socialiste qu'on connaît depuis toujours. Le Parti socialiste, il a une caractéristique qui, d'ailleurs, n'est pas la sienne propre, c'est aussi le cas à l'UMP, c'est qu'il y a une certaine forme de diversité. Il n'y a pas, je pense, une plus mauvaise entente entre Benoît Hamon et Dominique Strauss-Kahn que, tiens, par exemple, entre François Fillon et Jean-François Copé. Dit-on, je n'en sais rien. Mais nous avons pour ça, pour ce qui nous concerne, quelque chose de très clair pour réguler nos différends, ça s'appelle les primaires. Et donc, Benoît Hamon, aujourd'hui, il a dit précisément que pour lui, la meilleure candidate, c'était Martine Aubry, dans le journal Le Monde. Dans le journal Le Monde. Et donc, ça n'est pas Dominique Strauss-Kahn, son candidat. Il y aura des primaires, nous verrons bien qui sera candidat. Si Dominique Strauss-Kahn l'emporte, et c'est vrai que pour ma part, j'ai choisi mon camp, comme vous l'avez dit, Jean-François Copé, les choses seront assez nettes à mon avis, c'est-à-dire que tous les socialistes se regrouperont autour de leur candidat, quel qu'il soit, parce que cette année, ils éprouvent un devoir de victoire, ils sentent que s'il n'y a pas un changement social dans ce pays, ce sera une très grande difficulté, et donc oui, nous serons aussi mobilisés contre Nicolas Sarkozy que vous serez mobilisés pour lui, sans pour autant qu'il y ait plus d'affect que cela. Benoît Hamon, il a dit qu'à propos de Strauss-Kahn, c'est au point presse quand même, en tant que porte-parole du PS, c'est à propos de Strauss-Kahn une vaste opération de communication pour nous faire comprendre qu'il est disponible sans qu'il ne prenne aucune position ni ne délivre aucune information nouvelle. Donc vous êtes totalement sur la ligne de Benoît Hamon. Moi, je suis quasi amoniste. Mais je veux dire, l'état d'avancement de ma réflexion positive. J'aurais préféré qu'il ne parle pas de cela comme porte-parole du Parti socialiste. Donc ça va pas être simple dans la famille socialiste. Roland Quérol. Roland Quérol, au milieu d'une foule de sondages favorables, il y en a un qui a alerté la Strauss-Kahnie. Je vous laisse le regarder. DSK perd 7 points en un mois et surtout 14 chez les sympathisants socialistes. Est-ce que les attaques, notamment de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche du PS, et notamment de Benoît Hamon, commencent à porter? Je le crois. C'est-à-dire que, au fond, il y a deux types de mesures dans les sondages sur les hommes politiques, et donc notamment sur Dominique Strauss-Kahn en ce moment. Il y a la mesure de bonnes opinions, ou encore la mesure d'intention de vote. Sur ces deux premières séries de mesures, Dominique Strauss-Kahn fait un plein incroyable de voix. 75%, 79% d'opinions favorables dans le dernier baromètre IFOP, 61 et 64% d'intention de vote. Voilà, il continue à être, à l'évidence, celui qui, à gauche, domine largement les préférences ceux qui votent à gauche. Là où il a baissé, c'est sur une question que pose Ipsos, qui est le jugement sur son action. Il continue à être très bien placé, hein. Il est à 53%, et il est à 2 ou 3 points de gens qui, eux, d'ailleurs, ne sont pas candidats à la présidence de la République, donc il est très bien placé. Mais c'est là-dessus qu'il a perdu des sympathisants socialistes, notamment, sur son action. Pas sur sa personne, pas sur sa candidature en général, sur son action. Ça veut donc bien dire que probablement, on est réduit aux conjectures, ils ne nous expliquent pas leur réponse, les Français. Probablement, ça veut dire que son action, ça veut dire son action à la tête du FMI, et que les critiques qui ont été portées, du type de celle que vient de faire Jean-François Copé, ou du type de celle que fait de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, ça a pu en effet faire réfléchir, voire faire venir un peu en arrière un certain nombre de militants, de sympathisants socialistes. Mais encore une fois, ayant dit ça, je note que malgré tout, il reste de loin celui qui domine la mêlée dans les candidats socialistes potentiels. Raphaël Baquet. Oui, encore une fois, dans cette phase préélectorale, les critiques qui sont portées contre Dominique Strauss-Kahn peuvent avoir deux effets. Soit c'est une espèce de purge, et au fond, le jour où il sera vraiment candidat, s'il l'est, toutes ces critiques-là auront été portées et on passera à autre chose. Soit effectivement, c'est un travail de sape
Et là, il arrive essoufflé au point que aujourd'hui, le PS, comme déjà en 2007, va déterminer son candidat en fonction des sondages. Et il est tout à fait possible, on peut l'imaginer, même si aujourd'hui nous faisons comme s'il était candidat, on peut imaginer qu'au printemps, s'il y avait une vraie chute dans les sondages, ce qui n'est pas encore, effectivement, Roland a raison, ce qui n'est pas encore avéré, s'il y avait une vraie chute dans les sondages, à ce moment-là, effectivement, il pourrait prendre la décision de ne pas être candidat. Vous nous avez dit il y a quelques instants, la campagne à l'UMP, elle est lancée, c'est très clair, et les thèmes de campagne aussi sont eux très clairs. On en est où? Ça va ressembler à quoi cette campagne du côté de l'UMP? On voit que l'UMP a fait une campagne très musclée. Alors, Nicolas Sarkozy est un peu hésitant. Il avait commencé l'année en parlant des thèmes économiques et sociaux, puis tout d'un coup, il a changé et il est revenu sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'islam, qui sont des thèmes très compliqués à manier, car à la fois il gêne la gauche et en même temps il valorise le Front National. Donc c'est vraiment une campagne très difficile pour lui. On parlait aussi de la personnalité des candidats qui compte. Alors vous disiez Dominique Strauss-Kahn est lointain, c'est vrai, et il aura un gros problème, il va falloir vraiment qu'il rentre dans l'arène. Nicolas Sarkozy, il est trop familier, c'est le contraire. Et la familiarité, comme vous le savez, engendre l'irrespect, et c'est cela qui est reproché d'abord à Nicolas Sarkozy. Car on voit bien, quand on regarde les sondages, disons que la relativement moindre impopularité de François Fillon montre que ce n'est pas complètement sa politique qui est rejetée. C'est beaucoup sa façon d'être président. Donc là, or, jusqu'ici, il ne paraît pas avoir décidé de changer les choses. L'émission de TF1 le montre bien. Il a refait, alors qu'on lui reproche, au fond, de ne pas s'élever assez, de ne pas resacraliser assez la fonction, de ne pas faire appel à l'intérêt général, il a refait une émission, au contraire, qui est la somme des intérêts particuliers et qui était au fond assez basique pour lui. Est-ce que cette émission, pardonnez-moi, je vous donne tout de suite la parole, lui a fait du bien au président de la République? Vous savez qu'il a eu une formule en disant « j'ai battu France-Brésil », en tout cas en nombre de téléspectateurs. Oui, en nombre de téléspectateurs, ça prouve à quel point elle était attendue. On vit dans un système hyper présidentiel, il y avait des problèmes dans le pays, même des problèmes un peu à la tête de l'État, et donc il y avait un besoin de la parole présidentielle. Les résultats sont pas formidables. Les résultats de sondage, allez, soyons clairs, de toutes les émissions réalisées par un président de la République depuis le début de François Mitterrand, on n'avait pas eu un résultat d'aussi faible conviction chez les gens qui ont vu ou qui ont entendu parler de l'émission. Je pense qu'il y a peut-être un risque à des émissions avec ces Français de base qui expriment leurs sentiments profonds, qui avait très bien réussi à Nicolas Sarkozy et à Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. C'est que là, quand on est président, les gens sont tellement vrais qu'il semble que les gens s'identifient plus à ces gens-là et aux problèmes qu'ils posent qu'aux réponses qu'on leur fait. Et il y a donc un petit péril, donc il ne semble pas que ça ait changé grand-chose, et les sondages qui ont été publiés depuis n'ont pas beaucoup bougé. Juste une précision avant de revenir à la campagne de l'UMP, entre les 8 millions de téléspectateurs de Nicolas Sarkozy sur TF1 et les plus de 7 millions hier de Dominique Strauss-Kahn au journal de France 2, je vais vous dire, ça paraît équivalent, et ça fait quand même 15 millions de personnes qui s'intéressent à la politique à un moment. Oui, et ça illustre ce que j'essayais de vous dire en tout début d'émission, que c'est le match dont la plupart des Français ont envie. Ils ont envie de voir ce match-là, de voir cette campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés en campagne. Et laissez-moi ajouter ça pour renforcer un peu ce que vient de dire Raphaël. On voit tous que la position dans l'opinion de Nicolas Sarkozy est très mauvaise. Et pourtant, on sent tous que l'élection n'est pas jouée du tout. Rappelons-nous 2006-2007. Pendant 6 mois, dans tous les instituts de sondage, avant l'été, pendant l'été, à la rentrée, Ségolène Royal remportait les intentions de vote. Dans tous les instituts. Un jour, Nicolas Sarkozy réunit, vous deviez y être, dans une grande manifestation, l'ensemble des sympathisants et des militants qui le désignent officiellement comme président de la République. Dès le lendemain, à partir du lendemain de sa candidature jusqu'à l'élection, il n'y a plus un seul sondage qui donne jamais Ségolène Royal vainqueur. Ce jour-là, il a gagné l'élection d'une certaine façon. Il faut encore faire campagne. Mais il a bougé les lignes. Il faut savoir ça. On a aujourd'hui des choses qui sont très nettes dans l'opinion. Strauss-Kahn écrase Sarkozy. Et nous savons que c'est encore complètement du virtuel. C'est des sentiments que les gens expriment qui sont forts, qui sont réels. Tout peut changer avec une vraie candidature, 2 vraies candidatures et une vraie campagne. Alors pour reconquérir l'opinion, il y a le retour, l'expression est de vous, Jean-François Copé, il y a le retour aux fondamentaux.
le président de la République, visitant le salon de l'agriculture, parle d'islam. Est-ce que ça vous paraît logique ? Enfin, là, vous faites un raccourci un peu rapide. C'était dans un contexte bien donné. Vous voulez qu'on voit l'extrait ? On voit l'extrait, vous allez réagir. Je me souviens très bien de l'extrait, je l'ai vu comme vous, mais voilà. c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il a dénoncé des extrémismes en parlant d'une campagne de France Nature Environnement qui était profondément insultante pour les agriculteurs français. Ce qui font l'objet en partie de la seconde partie de cette émission, avec Bruno Le Maire. Je ne vais pas plus loin, et qu'à ce moment-là, il en a fait la comparaison avec toutes les formes d'intégrisme, et notamment l'intégrisme fondamentaliste. Donc, excusez-moi, s'il faut le remettre dans le contexte. Si je peux juste faire une chose... Pardonnez-moi, alors je souhaiterais qu'on l'écoute, et je vous demande de réagir. Voilà, on écoute le président de la République. Moi, je n'accepterai pas qu'on mette en cause nos compatriotes musulmans. Mais en même temps, je n'accepterai pas un islam qui ne correspond pas aux valeurs de la République et de la laïcité. Mais toujours pareil, on essaye de monter les uns contre les autres. Moi, j'essaie de rassembler. Voilà, c'était bien ce que je disais. C'était sur la base de ce qu'il évoquait sur la campagne de... C'est une incidente au sein du Salon de l'Agriculture, je vous le fais juste remarquer. Oui, oui, bien sûr. Mais comme vous assumez et que vous dites généralement, attendez, alors ça c'est pour nous, c'est incontournable, on va pas faire semblant de ne pas en parler. Voilà, est-ce que... Allez-y. Il lance la campagne, est-ce que vous trouvez normal qu'il en parle au Salon de l'Agriculture ? Dans le contexte qu'on a dit là, la réponse est oui, c'était dans une explication. Je voudrais vous dire là-dessus, j'ai entendu ce que disait à l'instant Roland Quérol. J'ai un point de désaccord avec vous, c'est sur l'analyse que vous faites de l'émission de télévision. De manière générale, je n'ai pas lu beaucoup de commentaires positifs des journalistes. Et je ne veux en tirer aucune conclusion, y compris ne pas penser que c'est parce qu'ils n'étaient pas dans l'émission. Enfin, je voudrais quand même vous dire une chose. Quand vous avez excusez-moi, je suis un peu gâcheur de soirée ce soir, ne m'en veuillez pas. Non, mais habituellement, c'est les deux mêmes journalistes qui interrogent le président, donc il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas dans l'émission. Mais absolument. Donc, 8 millions de téléspectateurs pendant 2h30, je crois, d'émission. 2h35 d'émission. C'est colossal. Alors, après que les sondages disent on a été convaincus, pas convaincus, c'est d'ailleurs amusant parce qu'il y a des sondages dans lesquels une majorité de Français qui n'avaient pas vu l'émission n'étaient pas convaincus. Ça, je pouvais m'en douter. Même ceux qui ont vu l'émission. Et ceux qui ont vu l'émission étaient plus partagés. Non, la majorité n'était pas convaincue. Bon, alors simplement ce que je veux vous dire, c'est que je viens de vous dire, Roland Quérol est important. La majorité qui ont vu l'émission n'était pas convaincue. Mais voilà, alors faut-il faire affiner entre ceux qui étaient proches de l'UMP et ceux qui étaient proches des socialistes. Et dans ce cas, vous voyez bien que le clivage se retrouve, ce qui est traditionnel. Ce qui m'intéresse, pardon, c'est tout à fait vrai, mais c'est peut-être un peu inquiétant pour vous que dans beaucoup de sondages, 20 ou 25% de vos sympathisants soient aujourd'hui en permanence déçus. 20 à 25%. Écoutez, d'où une campagne qui a démarré. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement qu'il est tout à fait légitime que quand on est au pouvoir depuis un certain nombre d'années, qu'on a pris des risques, qu'on s'est engagé, qu'il y a débat, qu'il n'y a pas tous les résultats sur tel ou tel sujet, tout ça est normal. Mais d'ailleurs, je vous rejoins quand vous dites que les sondages aujourd'hui, il faut les relativiser. Donc il faut évidemment rester calme par rapport à tout ça. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y a donc de la part des Français une attente d'évoquer les sujets de fond. Et s'ils sont restés aussi nombreux toute la soirée, pendant les fameux 2h35 d'émission, c'est bien qu'il y avait du fond, que ça provoque des désaccords très bien, mais il y avait du fond. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, et vous allez comprendre le lien que je fais, avec ce que vous disiez à l'instant, Raphaël Baquet, lorsque vous dites à propos de l'islam et de l'immigration, dans de débat sur lequel le PS, je vous cite, est un petit peu mal à l'aise, mais le Front National risque d'être valorisé. Alors, moi, mon point de vue, et c'est peut-être là une différence d'analyse, je pense que le FN est valorisé, comme le Parti Socialiste, lorsque les sujets essentiels qui préoccupent les Français ne sont pas traités par la majorité en place. Et mon point de vue, et je défends cette thèse et très activement, c'est que le rôle de l'UMP en tant que parti majoritaire, c'est de mettre les pieds dans le plat sur ces sujets. Pas de les choisir en fonction du FN ou du PS, c'est de prendre les sujets et de dire voilà, nous on a une différence. Et c'est en ça d'ailleurs, Monsieur Moscovici, je vous disais tout à l'heure, enfin je vous écoutais mais je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous dites vous faites un remake du débat sur l'identité. Non, je ne le pense pas. Le débat sur l'identité, avec ses atouts... Je rappelle que vous lancez le 5 avril un débat sur l'islam au sein de l'UMP. Voilà, absolument. La laïcité d'une part, et d'autre part la question de l'islam de France. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez, on va dire, remonter la pente dans l'opinion ? Mon point de vue est que ce qui est important, on verra ce que cela donne du point de vue de l'opinion le jour du vote. Les sondages, c'est bien, pardon, mais c'est quand même le vote, le rendez-vous. Bon, et donc il faut relativiser tout cela. Ce qui me paraît important, c'est que l'on fasse notre travail. Et notre travail, c'est que sur des sujets comme ça, on mette les pieds dans le plat, car l'énorme avantage, si c'est un parti comme le nôtre qui le fait, c'est que nous sommes au clair sur nos valeurs. Là où le Front National est systématiquement dans l'imprécation, et on le sait bien, et d'ailleurs parfois le PS aussi est dans l'imprécation. Nous disons, attendez, voilà nos solutions, voilà les pistes qu'on préconise. La question d'organiser par exemple
l'islam en France. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? C'est parce que la loi de 1905, la fameuse, elle a été adoptée antérieurement au fait qu'il y ait en France une communauté musulmane très importante. Donc, forcément, l'islam n'est pas organisé comme l'est, par exemple, l'épiscopat français ou nos compatriotes juifs ou protestants. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est mettre en place un système dans lequel on dit l'islam de France, c'est quelle formation pour les imams, c'est pas de prière publique dans la rue, c'est inacceptable, mais donc des lieux de culte en nombre suffisant, c'est assumer la loi d'interdiction de la burqa, etc. Pierre Moscovici. Bon, d'abord, peut-être un petit retour sur les sondages, tels que les commentaires Roland Quérol. C'est vrai qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, et celle-ci sera difficile. Nicolas Sarkozy a prouvé qu'il savait faire campagne, c'est un compétiteur absolument redoutable. Cela dit, il y a une différence avec 2007, c'est qu'il est président depuis maintenant presque 4 ans, que les Français le connaissent, l'ont vu, qu'ils ont cru à ses promesses, qu'ils ont espéré un quinquennat de changement, de proximité, et qu'ils sont immensément déçus. Et moi, dans l'émission, ce que j'ai vu surtout, c'est un président qui n'avait plus tout à fait l'énergie phénoménale qui peut être la sienne, et qui, du coup, avait du mal à innover. La question, c'est peut-il aisément retrouver, comme par un coup de baguette magique, ce contact avec les Français? Et là, pour le coup, moi, je suis élu de terrain, j'ai le sentiment, au-delà des sondages, qu'il y a quelque chose qui est cassé et qui ne sera pas facile à refaire. Et donc je crois pour ma part que la gauche, effectivement, a cette fois-ci des atouts extraordinaires si elle est capable de maîtriser sa propre situation, de choisir le bon candidat et de développer un programme qui soit un programme attractif. Alors, initialement, ensuite, je vous demandais une réaction à la campagne de l'UMP sur l'islam. Est-ce que vous pensez que ça doit être mieux organisé en France? Mais j'y viens. Moi, je le dis, je ne comprends pas bien pourquoi vous faites ce débat. Il y a actuellement, dans le monde arabe, un mouvement fantastique est en train de se produire, auquel d'ailleurs la diplomatie française, et quand je parle de diplomatie, je ne parle pas que de Michel Alliot-Marie ou de Boris Boilon, mais du président de la République, n'a pas compris grand-chose, en tout cas sur lequel elle s'est peu exprimée. Et ce matin, vous avez dû lire une tribune d'un homme qui s'appelle Dominique Moisy, qui a écrit que nous étions maintenant dans le post-islamisme. Je ne vois pas pourquoi, au moment où justement quelque chose s'ébranle, quelque chose bouge, on est en train d'évoquer l'islam comme une menace, alors qu'en réalité, ça n'est plus l'islam des mollahs, c'est autre chose. C'est une jeunesse qui est diplômée, qui est informée, qui a des aspirations sociales, qui est en train de se mettre en mouvement, aussi bien d'ailleurs dans les pays arabes que chez nous. Et ce débat-là, il va facilement, malheureusement, je n'ai pas de doute sur vos convictions républicaines, il risque de déraper. Je ne vois pas, franchement, pourquoi nous avons besoin de toucher à la loi de 1905 sur la laïcité. Je ne dis pas, moi, que l'islam est un problème en quoi que ce soit. Et je vais même aller plus loin. J'ai entendu les tournures sémantiques du président de la République sur islam de France, islam en France. Est-ce qu'on dit exactement la même chose des autres religions? Et donc, moi, je suis très embarrassé parce que ce que je crains, c'est les effets pervers de cela. Je ne mets pas en doute les intentions. Je dis qu'au final, oui, il y aura un débordement comme ça s'est passé sur l'identité nationale et depuis 2007. Et je crains le Front National. Et puis j'ajoute une dernière chose, Yves Calvi. C'est que ma conviction, moi je vois bien ce qu'est la campagne de l'UMP, je pense que là, il se trompe et je pense qu'il y aura un effet boomerang, je vous le dis. Mais je crois que c'est aussi une diversion par rapport aux vrais problèmes, puisque vous évoquiez les vrais problèmes. Et de ce point de vue-là, je rejoins ce que nous disions sur Dominique Strauss-Kahn. Les préoccupations des Français, elles sont économiques et sociales. Oui, nos compatriotes ont le sentiment qu'il y a un déclassement. Oui, ils veulent une croissance plus forte, plus partagée et développée sur le plan international. Et la campagne que nous mènerons... Vous pensez que les prières dans la rue, là où il y en a, ça n'a aucun effet délétère? Je pense que ce n'est pas un problème qu'il faut... C'est pas partout, mais ça existe dans notre pays. Écoutez, c'est un problème qu'il ne faut pas surévaluer. Pour ça, que faut-il faire? Il faut donner aux musulmans des lieux de prière. Et je ferai observer tout de même que cette campagne-là, c'est pas l'UMP qui l'a lancée, c'est Marine Le Pen. Vous voyez à quel point, quand on se lance là-dedans, il y a des risques de confusion, d'ambiguïté. Et moi, je vous le dis, c'est quelque chose qui me fait peur. Et donc, je souhaite vraiment que la campagne se concentre, et c'est là-dessus que nous irons, sur les thèmes économiques et sociaux, sur l'injustice fondamentale, sur le chômage, sur la croissance, sur la création d'une société de la connaissance dans ce pays. Et je veux bien que l'UMP choisisse cela, je pense qu'elle se trompe. Nous choisirons autre chose. Moi, je suis en désaccord formel avec vous sur ce point. C'est normal. Et donc, c'est très bien qu'on en débatte si vous nous donnez un instant, parce que c'est un sujet absolument majeur. Moi, je suis désolé, si nous nous engageons sur ce sujet, c'est pas avec une obsessionnite de Le Pen ou pas de Le Pen. Regardez ce que les Français
toutes confessions confondues, évoquent Mais vous croyez dans que les j'en vois repas pas, les Français familiaux. Qu'est-ce Pas qui ça. est... Mais Pas écoutez, ça. mais enfin, Le écoutez, chômage. non, attendez, Le chômage. laissez-moi vous dire. L'injustice. Mais non, mais attendez, écoutez, laissez-moi vous donner mon point de vue. Que la question du chômage, que les inquiétudes sur l'avenir soient une réalité, nous en sommes parfaitement d'accord, et personne ne donne de leçons à l'autre. On se bat courageusement dans ce domaine pour trouver les meilleures solutions. Mais sur l'islam, sur la question de la peur que peuvent avoir un certain nombre de Français parce qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'aujourd'hui le culte musulman n'est pas organisé. Tout cela est une réalité de tous les jours. Regardez combien il a fallu que je me batte. Et vous le savez, vous m'avez finalement quand même un peu rejoint sur le fait de dire on interdit le port de la burqa en France. Auriez-vous imaginé que si on n'avait pas mené ce combat, il y aurait de manière totalement banalisée des femmes avec des voiles intégraux. Ce que je veux juste dire là-dessus... Je veux faire une réaction. Oui, je vous en prie. Je vous laisse développer, mais Marine Le Pen, elle vous répond pour l'instant. Continuez comme ça et je vais gagner. Je la cite. Allez, encore un effort, Monsieur Copé, encore un petit débat, un petit blabla sur l'islam, la laïcité. Et je pense effectivement que nous pourrons terminer la présidentielle à 25%. Et avant de lui répondre, je précise que dans certains sondages en ce moment, elle est déjà à 19 et Nicolas Sarkozy à 22. Oui, mais, voilà. mais écoutez, réponse là-dessus avec un exemple très concret. Lorsque j'ai annoncé avec un certain nombre de mes amis que nous allions déposer une loi d'interdiction du port de la burqa dans notre pays, la première personne qui a dit qu'elle s'y opposait en disant qu'il n'y avait pas besoin de loi, c'est Jean-Marie Le Pen. Rejoint d'ailleurs dans la foulée par Tariq Ramadan. Vous voyez, les deux extrêmes qui de temps en temps se touchent. J'en ai d'ailleurs débattu avec elle. Elle l'a nié tellement elle n'est pas à l'aise. Et pourquoi elle n'est pas à l'aise? Parce que dès que nous apportons une solution, le Front National est aux abonnés absents. Donc ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas penser que les Français se désintéressent des problèmes de société de cette nature. Guillaume, attendez, il y a aujourd'hui des inquiétudes. Vous parlez du monde arabe qui évolue. J'ai lu la tribune de Dominique Moisy. J'y adhère en espérant que ce souffle-là soit le bon. C'est-à-dire que arrêtons de regarder ce qui se passe dans les pays arabes avec un regard européen. C'est pas effondrement du mur de Berlin ou crise de l'Iran en 1979, c'est une troisième voie, et c'est très bien ainsi, si cela se passe ainsi. Et quant à la diplomatie, vous dites d'un côté qu'on est maladroit, de l'autre qu'on se tait. Moi, je veux juste dire une chose. La diplomatie du commentaire quotidien pour avoir une reprise de dépêche me fatigue. Je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est la diplomatie de responsabilité. Sans commentaire, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi c'est Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes, qui va en Tunisie pour la première visite officielle d'un ministre français après la chute du président Ben Ali? Écoutez, j'en sais rien. J'imagine que c'était peut-être plus facile dans la période actuelle et compte tenu de la polémique qui a agité la situation de Michel Alliot-Marie d'envoyer son ministre délégué aux Affaires européennes. Donc ça veut dire qu'elle est extrêmement affaiblie, effectivement. Enfin, écoutez, ça veut dire que la période est un peu difficile. Je ne vais pas vous faire de langue de bois, on l'a tous compris. Pour autant, la diplomatie de la France, elle est très clairement assumée et vous le savez, la situation est difficile. Et quant à ceux des socialistes, je vous mets peut-être pas dans cette catégorie-là, qui nous ont donné des leçons, je veux juste rappeler très gentiment à propos de la Tunisie qu'il leur a fallu attendre 3 jours après la chute de Ben Ali pour demander l'exclusion du parti de Ben Ali de l'Internationale socialiste. Donc que tout le monde se détende sur ce sujet, c'est suffisamment compliqué comme ça. Je vous fais juste remarquer comme on peut, sans avoir de boule de cristal. Un pays qui ne peut pas envoyer son ministre des Affaires étrangères à l'étranger, c'est quand même très particulier. Enfin, c'est pas à l'étranger, c'est en Tunisie dans un contexte donné, et vous avez bien compris que tout ça était pour quelque temps. Bien entendu. Sur la question, voilà, est-ce que la droite, elle peut réouvrir le dossier de l'islam et mener la campagne qu'elle mène en ce moment? Est-ce que vous pensez que c'est attendu par les Français, Guillaume Roquette? Je pense que le piège, c'est de refaire un débat de plus. C'est-à-dire que si l'électorat de droite est déçu par Nicolas Sarkozy, c'est pas seulement en raison de son style, mais c'est aussi avec le sentiment que on tarde à voir les résultats concrets. Alors il y a des résultats symboliques comme la loi sur la burqa, mais il y a des choses que les Français vivent qui sont pas des éléments conceptuels. Il ne s'agit pas d'opposer une religion à une autre, mais qui changent leurs conditions de vie. Je vous incite à lire le rapport que le Haut Conseil à l'intégration a envoyé le mois dernier à François Fillon. Il est disponible sur le site internet de la documentation française et il explique que de plus en plus les professeurs leur font part de problèmes très concrets. Parce que quand en CM1, le programme d'histoire, c'est la christianisation du monde gallo-romain et que ça déclenche des tensions avec les enfants, là, il y a un vrai problème qui n'est pas un problème de dresser les Français les uns contre les autres. Absolument. Quand les professeurs de sport disent « Attention, on a des difficultés à emmener les enfants à la piscine pendant le ramadan parce qu'ils risquent de boire la tasse et donc c'est contraire à leurs engagements religieux », ça pose un problème. Quant au lycée, au moment où il doit y avoir le débat en instruction civique, le débat devient, dans certains lycées, dit le rapport, impossible parce que chacun est enfermé
fermé sur ses positions. Et donc, on voit que ce multiculturalisme dont vous parliez, Monsieur Moscovici, il est formidable quand il permet de s'enrichir mutuellement. Mais quand il enferme les gens, là, ça devient un vrai problème. Ce qui se passe à l'hôpital, par exemple, où nous, on a beaucoup de témoignages de personnel médical en disant qu'il y a des difficultés qu'on connaît pour soigner les hommes qui soignent les femmes, etc. Tout ça, c'est concret. Donc, je pense que c'est un vrai sujet, à condition qu'on ne le traite pas de façon conceptuelle, de façon abstraite, comme on a fait malheureusement sur le débat sur l'identité nationale. Vous réagissez rapidement parce qu'après, je souhaite qu'on puisse avancer. Oui, mais simplement, moi, j'entends ça. Il vous interpelle en vous disant c'est des problèmes de la France d'aujourd'hui. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas. Je ne dis pas que ce sont des problèmes qui ne sont pas les... Non, je dis que ce ne sont pas les problèmes principaux et je dis que ce n'est pas là l'agenda principal de l'élection présidentielle. C'est bien notre désaccord. Mais je peux ajouter une chose. Je pense, encore une fois, qu'en procédant comme ça, vous ignorez le contexte. Vous ignorez ce contexte de montée phénoménale du Front National, de mécontentement. Et comme toujours, vous allez évoquer des sujets concrets, etc., etc. Et puis, l'opinion va simplifier et elle se précipitera ailleurs. Et c'est pas un hasard si... dis donc, vous n'en avez pas une très haute idée de l'opinion publique. C'est pas un hasard si, y compris... Écoutez, moi je suis élu d'une circonscription où Jean-Marie Le Pen a fait 32%, avec des électeurs qui votent très souvent à gauche et parfois pour Nicolas Sarkozy. C'est de la faute des électeurs? Non, c'est pas de la faute des électeurs, mais vous savez très bien comment les foules se déplacent, comment les opinions bougent. Et vous êtes là, devant quelque chose... Pardonnez-moi. Je vais aller jusqu'au bout, parce que je voulais dire autre chose. On laisse terminer. Moi, je suis frappé de voir à quel point ce débat peut troubler, y compris dans votre camp. J'ai entendu quelqu'un comme Alain Juppé, que je respecte profondément, exprimer de très grands doutes par rapport à ça, souhaiter que on ne réveille pas ces débats-là. Et je crois honnêtement qu'il a raison. Vous devriez l'écouter, Jean-François Copé. Vous êtes en train de fonctionner avec une certaine idée. Il a dit qu'il fallait l'organiser, le débat. Non, il a dit qu'il ne le souhaitait pas. Et je voudrais ajouter une dernière chose. Honnêtement, tout le monde a compris qu'il n'y était pas favorable. Je voudrais ajouter une chose sur notre diplomatie, pour aller un peu dans le sens de ce que vous disiez. Enfin, quand la ministre des Affaires étrangères ne peut plus sortir du territoire, quand l'ambassadeur en Tunisie est obligé de présenter des excuses juste après s'être installé, quand le président de la République n'a jamais eu une pensée ou une parole de sympathie pour ce mouvement démocratique qui se déroule, quand nous perdons de l'influence dans le monde arabe, quand nous sommes insensibles à ce qui se produit, je dis que cette diplomatie est à côté de la plaque. Et enfin, un mot sur le Parti socialiste. Vous me parlez à moi. J'ai été pendant des années et des années le secrétaire aux relations internationales du Parti socialiste. Dès 2006, j'ai demandé au nom du Parti socialiste l'exclusion du parti de Ben Ali de l'international socialiste. En tout cas, si ça n'a pas été fait, c'est pas la faute des socialistes français. Enfin, disons qu'en tout cas, c'est pas la faute de Pierre Moscovici. Vous avez été brave et courageux. Enfin, excusez-moi de vous dire que les responsables socialistes français ont été, pour l'essentiel, taiseux sur une situation. Non, allez, on va dire qu'ils ne connaissaient pas. Vous n'êtes pas la vérité. Écoutez, avec François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, nous avons demandé l'exclusion du RCD de Ben Ali et nous avons toujours entretenu des rapports avec les partis qui sont les partis progressistes en Tunisie. Et je pense d'ailleurs que notre diplomatie devrait faire comme ça. Oui, on peut faire de la politique réaliste et traiter avec les régimes en place. Ça s'appelle du réalisme et défendre nos intérêts. Mais nous devons aussi parler aux dissidents, nous devons aussi parler aux démocrates. Et quand les choses bougent, quand les plaques tectoniques comme ça sont en train de se secouer, on ne doit pas rester à côté. Et la France est passée, pour le coup, à côté de la plaque. Alors, vous faites de la politique partisane, c'est votre droit, je fais pareil. Donc on va être très bien, comme ça c'est match nul. La seule chose que je peux dire, c'est que sur cette affaire, pas tout à fait, bien sûr que si. Pas tout à fait, parce que la diplomatie française est en jeu. Elle est en jeu, tout le monde le voit. Tunisie, excusez-moi de le dire, personne ne l'avait prévu. Alors, on peut jusqu'à demain rouler les mécaniques, c'est tout à fait inexact. On sait très bien les uns et les autres qu'il y avait derrière tout ça des équilibres. Voilà. Et ne dites pas que le président n'a jamais eu de mots pour ceux qui avaient manifesté. C'est inexact et vous le savez. J'aimerais bien les entendre. Mais il les a prononcés et il les a même prononcés de concert avec Angela Merkel. Le jour de son émission, à la fin de l'émission, il apprend que Moubarak s'en va et sa seule réaction, c'est pour dire qu'il craint l'islamisme. Et là, il se trompe. Le président n'est pas néoconservateur. Parce que les néoconservateurs américains, eux, voulaient que les régimes changent. Il est conservateur sur ces sujets. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut être très très fort, et vous l'êtes certainement beaucoup plus que moi, pour prédire aujourd'hui, sans risque, qu'il n'y a pas un risque de dérive islamiste dans cette région du monde. Je dis que personne ne la souhaite, que tout ce que l'on pourra faire avec nos responsabilités pour essayer de convaincre que c'est la pire des solutions, parce que c'est une autre forme de dictature, nous le ferons aux places qui sont les nôtres. Bien sûr qu'on aspire à la démocratie, bien sûr qu'on aspire au maximum d'éveil et de développement économique et social dans
dans ces pays que nous connaissons. Maintenant, ayant dit tout cela, Pierre Moscovici, croyez-moi, sur ces sujets de diplomatie, c'est d'abord la modestie qui s'impose. Parce que croyez-moi, ceux qui sont capables de prédire l'avenir, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été les meilleurs. Nos amis américains ont été plus d'appeler- réactifs, Ah bon, plus écoutez, mobiles, je n'en suis plus pas si offensifs. sûr. Nous avons C'était D'ailleurs, beaucoup ils ont consacré- pris des positions que nous n'avons Oui, pas. enfin, du coup, je suis heureux de vous voir tout d'un coup pro-américain, mais je me permets d'appeler votre attention Ça sur le m'est fait qu'il arrivé. est beaucoup plus facile pour un président américain de venir dénoncer ce qui se passe en Tunisie que pour un pays qui est immédiatement riverain, qui s'appelle la France, dont 25 000 de ses ressortissants habitent la Et Tunisie. nous quittons là Il y a le un moment où dossier. l'esprit de Et nous responsabilité et où la ministre des commande. Affaires, et où la ministre des Affaires étrangères est bienvenue uniquement quand c'est Ben Ali qui est au pouvoir. Et nous Allez, quittons, ça, c'est trop et nous facile. quittons là la crise Dites ça à diplomatique. Monsieur Delanoë, je n'ai pas eu l'impression qu'il se sentait en dehors de chez lui quand il allait en Tunisie. Alors, Ça, c'est plus que passé facile. cet échange d'amabilité, je vous annonce que le président Mouammar Kadhafi doit très prochainement parler à la télévision. C'est ce que vient d'annoncer la chaîne Arabia. On revient en France et je vous pose 2 questions. La première, est-ce que les thématiques relatives à l'islam concernent les Français et font partie des enjeux de cette élection au regard de ce qu'ils expriment dans les enquêtes d'opinion? Et deuxième question, est-ce que... et on la pose très rarement cette question. Est-ce que Nicolas Sarkozy reste le leader de son camp? Et est-ce que c'est lui qui doit porter les couleurs de l'UMP à la prochaine présidentielle? La deuxième question est très facile. Oui, il y a sans conteste. Nicolas Sarkozy domine largement le jeu à droite. Il est le candidat naturel de l'immense majorité des électeurs de droite. Regardez ce que font dans les sondages les autres candidats potentiels. Ils pèsent très peu. Nicolas Sarkozy a évidemment la légitimité de sa propre personne, du candidat sortant. Il est évidemment le candidat des Français. Plus que son Premier ministre, dont on dit en Plus permanence que dans les enquêtes son Premier ministre d'opinion... est plus populaire que lui, mais en tant que crédibilité présidentielle, Oui. c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte largement Très bien. aujourd'hui. L'islam, vous entraînez sur un terrain très glissant, parce que je ne parle pas ici comme citoyen, mais comme politologue qui dissèque les choses. Et si vous me donnez une petite heure avec quelques courbes et quelques tableaux, je peux vous montrer un tableau compliqué. Alors je vais essayer, personne ne va être d'accord, de vous dire ce que je crois comprendre des études d'opinion. Quand nous interrogeons les Français sur leurs préoccupations, sur leur analyse de ce qui se passe en France, de ce qui devrait s'y passer, de ce qu'ils souhaitent, ils nous parlent pratiquement jamais de l'islam. Ils nous parlent en effet d'abord du chômage, de l'avenir de leurs enfants, du chômage des jeunes, du pouvoir d'achat, et de comment on va se sortir de ce qui reste la crise. Ce qui structure l'opinion française et les attentes par rapport à l'élection présidentielle, c'est d'abord le champ économique et social. Maintenant, si nous, les politologues, les sondeurs, nous interrogeons les Français sur ces questions, notamment sur l'islam, ils répondent et ils ont un point de vue. Ils ont un point de vue qui se rapproche de celui de tous les pays d'Europe occidentale. C'est un sentiment de réticence ou d'hostilité croissante à l'islam. Il n'y a plus réellement d'hostilité aux immigrés. Enfin, il y a 20-25% des Français qui disent leurs craintes ou leurs problèmes avec les immigrés. Sur l'islam, sur les musulmans, y compris sur les jeunes Français d'origine arabe pratiquant l'islam, nous avons à peu près un Français sur 2 qui dit sa réticence, son hostilité, le fait qu'il y en a trop et qui pose problème. Donc vous voyez ce que j'essaye de vous dire. C'est pas une plus revendication première, c'est pas ça qui vient en tête. Mais lorsque nous posons des questions, nous voyons que ce thème a monté beaucoup comme préoccupation dans la société française avec un fond d'hostilité réel. Pendant qu'on est dans les questions délicates, j'en profite pour vous demander si être juif peut être un handicap encore aux yeux des Français pour devenir président de la République. Ah, ben écoutez, personne n'en sait rien et il faudrait que... on ait un jour une élection d'un président juif et on pourra dire ce problème n'existe plus. Ce qui est vrai, c'est que... Ce que vous voulez nous dire, c'est que les instituts de sondage se refusent à poser cette question ? Non, il y a des questions... Il y a des questions. Si j'ai dit qu'un Français sur 2 avait des réticences ou de l'hostilité à l'égard des musulmans ou de l'islam, j'allais dire, il y a quand même. Après, le tabou formidable qui existe dans ce pays depuis la Shoah, les débats, l'instruction civique, il y a 15-20% de Français qui disent qu'il y a trop de juifs en France ou qui disent leur manque de sympathie, leur antipathie pour les juifs. Est-ce que ça veut dire que ça pèserait sur leur intention de vote? Je n'en sais rien. Nous n'en voyons aujourd'hui pas les prémices, puisque le candidat Dominique Strauss-Kahn est identifié
comme juif, et ça l'empêche pas de faire 61 ou 64% des intentions de vote. Donc tout semble se passer comme si ce problème ne se posait pas ou ne se posait plus en France, bien qu'il y ait une fraction minoritaire de l'opinion dans laquelle des sentiments antisémites continuent à exister. Raphaël Baquet. Oui, pour étayer ce que dit, enfin, ou pour compléter ce que dit Roland, on a fait la semaine dernière dans Le Monde une enquête sur ce qui se passe sur Google, par exemple. Il n'y a qu'en France, effectivement, qu'il y a autant d'associations entre le nom d'une personnalité politique, journalistique, personnalité artistique, et le mot juif. Dans aucun autre pays d'Europe, on ne trouve cette occurrence, qui est une occurrence, vous savez, qui est délivrée uniquement par le moteur de recherche de Google, qui associe, par le biais de la statistique, les mots. Et dont on a les résultats immédiats si on fait une recherche sur Google. Et si on regarde dans tous les pays étrangers, tous les pays, nos voisins, hein, les pays européens, jamais cela ne vient aussi immédiatement, sauf en France. Donc, il y a effectivement une espèce, au moins un questionnement, qui est presque systématique, effectivement, et on le voit sur la plupart des personnalités politiques. Il ne suffit pas d'avoir un nom à consonance juive pour que les gens s'interrogent sur le fait d'être juif ou pas. Donc il y a vraiment une espèce de truc très proprement français qui effectivement est inquiétant. Alors maintenant, est-ce que ça peut nuire à Dominique Strauss-Kahn ? Il l'a longtemps cru, hein, et il l'a longtemps dit. Il a longtemps pensé que ça serait un handicap pour lui. Maintenant, il semble avoir considéré qu'au fond, ça ne l'est plus. Mais il vous l'a dit ? Oui, il l'a dit. Oui, je me souviens très bien que dans Le Monde, on avait fait une interview et je lui avais posé cette question et il le disait. Et à 2 ou 3 ans d'écart, au fond, il considérait que ce n'était peut-être plus un problème. Mais il a longtemps pensé que c'en était un. Alors, tout le monde annonce aussi un match des épouses. Anne Sinclair et Carla Bruni sont 2 stars. Raphaël Baquet, est-ce qu'on va avoir une campagne à l'américaine avec, on va dire, du people à toutes les sauces ? Je ne sais pas, je les mettrais pas tout à fait au même niveau parce que... Il y a 2 personnalités très différentes qui s'occupent aussi et qui confessent un intérêt pour la politique très différent. Anne Sinclair a toujours dit, et avant même d'être l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, elle était journaliste politique. Donc elle existe dans ce champ bien avant d'être aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Pour Carla Bruni, c'est différent. Elle était de gauche, elle est plus de gauche, elle fera la campagne probablement aux côtés de son mari, elle l'a fait déjà, mais elle ne la fait pas en intervenant, elle l'a fait en apparaissant. C'est un peu différent. Alors, de toute façon, depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing, les épouses sont quand même toujours là, alors à des places différentes, mais elles sont toujours là dans la campagne présidentielle, parce que la société française est faite, heureusement, on n'élit pas juste un homme. D'abord, il y a tellement peu de femmes qu'on aime au moins les voir accompagnées. Et évidemment, un duo, c'est important. Pierre Moscovici, est-ce que la vie privée au centre de la campagne, ça vous inquiète ? Et secondo, cette espèce de statut de porte-parole qui est celui d'Anne Sinclair en ce moment, qui dit en gros ce que son mari ne peut pas dire, qu'en tout cas réactive l'intérêt et ce qu'on appelle le buzz médiatique autour du non-candidat pour l'instant. Est-ce que ça vous paraît ça ? D'abord, non, j'ai pas d'inquiétude particulière sur la vie privée, parce que je ne doute pas qu'on fasse une campagne qui soit une campagne d'idées, et non pas une campagne de caniveau. Donc, je suis très tranquille sur ce plan-là. Je vois vraiment pas d'ailleurs. On parle de la pipolisation de la vie. Ensuite, pour ce qui est de la pipolisation de la vie privée. Avant qu'ils viennent nous voir à Paris, quand on s'intéresse à DSK, c'est parce qu'Anne Sinclair dit j'ai pas envie qu'il reste à Washington. Je ne pense pas qu'Anne Sinclair soit le porte-parole caché de Dominique Strauss-Kahn. Anne Sinclair est une femme qui a des opinions politiques depuis longtemps, qui est une citoyenne, qui tient par exemple un blog. Elle s'est exprimée aujourd'hui sur cette question. Sur son blog aujourd'hui, elle critique le débat dont on vient de parler sur l'islam. Elle se mêle de fait de la vie politique française et elle a une grande cote de sympathie chez les Français. On ne peut pas être dans le double langage. C'est pour ça que les choses seront différentes, je crois, s'agissant d'Anne Sinclair et de Carla Bruni, en effet. C'est-à-dire que la citoyenne Anne Sinclair s'exprimera. Je crois savoir qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Enfin, j'ai lu le Parisien ce matin, et si j'ai bien vu, Dominique Strauss-Kahn disait qu'elle n'avait pas été d'accord avec lui quand il s'était agi de partir au Fonds monétaire international d'abord. Mais encore une fois, cette campagne sera avant tout une campagne, si ces 2 protagonistes sont face à face, entre Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn. Toujours, vous le savez, toujours. Une campagne qui sera une campagne, à mon avis,
très clivés, parce que les deux n'ont pas la même personnalité, parce que les thèmes prioritaires ne seront pas les mêmes, parce que la façon de les assurer ne seront pas les mêmes, parce que je crois aussi qu'il y a deux façons différentes de vouloir incarner la République. Moi, j'ai bien observé ce qu'a fait Dominique Strauss-Kahn hier soir. Vous disiez hautain et lointain au début de l'émission. Moi, j'ai senti plutôt quelqu'un qui voulait rassurer les Français, qui voulait les rassembler, qui voulait incarner, le cas échéant, une façon d'être qui était différente de celle de Nicolas Sarkozy, qui peut être familière, qui peut être clivante, qui peut être une attitude qui divise, qui peut parfois utiliser un langage qui choque. C'est vrai que Dominique Strauss-Kahn voulait sans doute faire un président qui incarne une force tranquille ou bien qui voulait unir les Français. C'est de tout ça dont on va parler, de l'incarnation, de la conception de la République, de la vision de l'Europe, des thèmes économiques et sociaux, de la laïcité aussi. Et moi, ça me promet une belle campagne, si c'est celle-ci qui se déroule. Pour le reste, effectivement, vous avez raison, Yves Calvi, tout compte. Pensez-vous que la campagne à l'américaine, on peut y avoir droit, et je dirais, y compris dans l'exploitation de la vie privée? Guillaume Roquette. Du côté de Nicolas Sarkozy, je pense, c'est la raison pour laquelle on a eu le sentiment que Carla Bruni se mettait un peu les choses au point en disant, vous savez, je n'ai jamais été vraiment de gauche. Donc on avait l'impression qu'elle se préparait à avoir une campagne électorale dans laquelle elle serait exposée. Et face à une Anne Sinclair qui a d'emblée été raccord, on va dire, parce qu'on connaît ses convictions, parce que c'est un personnage public, c'était moins évident peut-être pour l'électorat de droite, plus classique, plus traditionnel. La femme de Nicolas Sarkozy avait pas forcément le même style que Madame Chirac ou Madame Giscard d'Estaing ou Madame de Gaulle. Et donc là, on a l'impression que les choses se mettent en place. Alors ensuite, le sujet de votre question, c'est est-ce qu'il y a des pots de bananes qui vont sortir, c'est ça? Est-ce que tout le monde prétend ou attend? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les Français ont une réticence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont une ambition pour un futur président de la République, qui fait que je pense que ce mélange des genres trop fort entre vie privée et ambition politique risque d'être contre-productif pour tout le monde, pour celui qui reçoit la peau de banane, mais aussi donc là pour vous dites celui qui sortirait des boules puantes, ça risque de se retourner contre lui. Oui, je pense, et puis il me semble que de toute façon les boules puantes on peut en trouver sur tout le monde, donc moi je pense qu'il y aura une sorte de paix armée. Est-ce que la vie privée au sens familial du terme, est un enjeu politique aujourd'hui, de communication politique, Jean-François Copé? Est-ce qu'on se lance dans une campagne aussi, parce que voilà... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours été totalement allergique au mélange des genres entre la vie privée et la vie politique, la vie publique. Donc, moi, en tout cas, moi, à titre personnel, vous me trouverez jamais sur ce registre. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je suis extrêmement discret sur ma vie personnelle. Je pense que ce que les gens cherchent en réalité dans les hommes politiques et les femmes politiques, c'est pas tellement de voir les enfants gazouiller autour de la nappe à carreaux rouges et blancs. Non, mais vous savez que les communicants vous disent que ça les humanise. Enfin, écoutez, moi personnellement, je pense que ce qui humanise, comme vous dites, une personnalité quelle qu'elle soit, c'est l'authenticité de son regard, c'est la flamme que l'on peut porter pour son pays, c'est l'engagement total que l'on essaye de donner à ses convictions et à convaincre ses compatriotes, c'est l'image que l'on peut donner à travers le travail que l'on fait comme maire, par exemple, d'une ville. Je n'ai jamais pensé, mais je suis en désaccord avec les communicants peut-être là-dessus, je ne crois pas à tout ça. D'autant que pour beaucoup de Français, tout ça peut apparaître un peu artificiel. Et je pense, je vous rejoins en tout cas là-dessus, je crois, enfin avoir compris, que nous sommes parfaitement capables de faire une campagne de très bon niveau, dans lequel nous avons des différences fortes, dans lequel des noms d'oiseaux peuvent voler, sans que ce soit non plus une catastrophe, mais qui pour autant respectent fondamentalement les personnes. Voilà. Maintenant, pour le reste, disons les choses. Il y aura forcément des différences majeures entre la gauche et la droite. La gauche, parce qu'elle n'a pas crevé tous ses abcès idéologiques et qu'on voit le fossé abyssal, et on l'a vu ce soir, qui sépare un Dominique Strauss-Kahn d'un Benoît Hamon, et de l'autre, nous-mêmes à droite, qui pouvons avoir nos querelles de personnes, mais qui, sur le fond, nous retrouvons aussi sur un socle d'idées très importantes et qui correspondent à ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy depuis 2007. Alors, je crois que vous venez de nous annoncer une campagne qui devrait essayer de rester digne, ça peut nous faire quasiment une bonne conclusion. Je vais poser quasiment une dernière question à Roland Quérol. Est-ce qu'il y a un problème d'image dans son rapport à l'argent pour Dominique Strauss-Kahn? Est-ce que l'argent est, oui ou non, un problème d'image, on va dire, d'ordre général pour un candidat de gauche? Et est-ce que le riad à Marrakech, ça peut être aussi perturbant que la nuit aux Fouquettes? Moi d'abord de dire que le pronostic sur la pipelisation, il est simple à faire. On aura une campagne plus pipelisée que jamais. Il y a une loi, il y a une demande croissante des médias, une acceptation et une demande croissante des communicants.
et un plaisir croissant des hommes politiques et de leurs épouses à se prêter au jeu. Je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas. En revanche, sur la question, est-ce qu'on va se servir de la vie privée pour sortir des dossiers, moi ça fait des décennies que j'entends. Sur celui-là, on le tient, on a des dossiers terribles. C'est jamais sorti. Je crois que les dossiers n'existent pas. Et que si par hasard ils existent, ceux qui les ont savent que c'est très dangereux de jouer avec ce genre de dossier. Donc moi je fais l'hypothèse qu'on aura une campagne super pipélisée, mais pas ce genre de coups bas, de photos qui sortiraient d'on ne sait où. Alors, l'argent. Oui, l'argent, c'est un thème. Le président de la République a dit ça dans son émission de télévision dont nous parlions tout à l'heure. Il a dit très justement, l'époque a changé. Et en effet, l'époque a changé. Ça fait longtemps que les Français, ça fait partie du folklore républicain français, de penser que les politiques, ils vivent pas comme nous, ils mettent un peu le doigt dans le pot de confiture, l'argent et la politique, tout ça est un peu suspect. Mais c'était dit souvent d'une façon assez, comme ça, folklorique. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus sérieux. On voit dans les réponses des gens que ça les concerne beaucoup plus et que le fait que ces gens qui veulent nous diriger vivent pas comme nous et des facilités financières qu'ils nous refusent, fortiori en temps de crise, c'est devenu inacceptable. Donc je crois qu'en effet, ça risque d'être un problème si ces Français vivent pas pour nous et si notamment le leader de la gauche a des facilités financières exceptionnelles, ça pose un petit problème d'image sur lequel il faudra qu'il fasse comprendre. Je vois qu'il y a un livre d'Anne Sinclair qui explique que la fortune vient d'elle et non pas de lui. Premier type de réponse. Voilà, c'est probablement un des problèmes sur lesquels la communication du candidat devra s'exercer. Un dernier mot là-dessus, Raphaël Baquet, puis peut-être avec la question, c'est est-ce qu'on imagine aujourd'hui au service politique du Monde que Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy puissent ne pas être les deux candidats de l'élection présidentielle prochaine? Mais bien sûr, tout peut se passer. On peut parfaitement imaginer. Pour Nicolas Sarkozy, ça me paraît difficile qu'il ne soit pas candidat. Pour Dominique Strauss-Kahn, effectivement, encore une fois, les sondages joueront un rôle déterminant. Donc, s'il reste dominant dans les sondages comme il l'est aujourd'hui, il sera candidat. Si vraiment il devait dévisser et être tout d'un coup extraordinairement ballotté, voire challengé, à ce moment-là, il peut réfléchir à ne pas l'être. Merci infiniment. Je vous rappelle le calendrier de ce duel annoncé qui n'aura donc peut-être pas lieu. Nicolas Sarkozy a dit qu'il donnerait sa réponse à l'automne 2011. Et pour le PS, dépôt des candidatures aux primaires du 28 juin au 13 juillet, donc des SK jusqu'au 12 pour se déclarer. Et les primaires elles-mêmes auront lieu les 9 et 16 octobre. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce premier débat. Maintenant, nous allons faire un tour du côté de nos assiettes. En cause, le modèle d'agriculture intensive qui, après-guerre, nous a tout simplement permis de nous nourrir et de reconstruire l'Europe.